Bon, je voudrais revenir sur l'exposé de Jean Ferrette et peut-être pour en discuter plus largement après que j'ai présenté quelques remarques sur un travail que j'ai fait. Est-ce qu'on peut dissocier des cas individuels et des réflexions collectives? Est-ce qu'on peut dissocier des réflexions sur des cas individuels, parce qu'ils sont sociologues par exemple, et une réflexion sur le champ universitaire? Je pense par exemple au travail de Claude Singer sur l'antisémitisme, l'université et les juifs, Vichy, l'université et les juifs, qui est sur l'antisémitisme dans l'enseignement et qui pour nous tous, je pense, est un livre très important qui concerne l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et qui concerne pour une large part l'Algérie, parce que Claude Singer a travaillé sur les archives de l'Algérie et c'est extrêmement intéressant pour les universitaires de lire ce livre. Voilà, je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec des choses sur des individualités, des noms, etc. Bon, les chercheurs dont il est question étaient des très jeunes chercheurs, en 40 pour la majorité d'entre eux. On sait aussi par les travaux de Karady, par les travaux de Johan L. Braun, que la sociologie durkheimienne était très affaiblie dans l'entre-deux-guerres, qu'elle avait plus beaucoup pignon sur rue, qu'elle n'était plus très efficiente sur le plan universitaire ni de la recherche, et qu'il n'y avait pas beaucoup de sociologie de remplacement encore. C'est-à-dire que la césure 45, elle n'est pas seulement une césure politique, elle est une césure au niveau intellectuel, au niveau du champ intellectuel, au niveau des disciplines qui nous concernent, en tout cas en sociologie. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte pour nuancer un petit peu. Alors, moi j'ai fait un travail sur que j'ai appelé la rééducation de la sociologie sous le régime de Vichy, qui est paru dans Actes de la recherche en sciences sociales, qui est la revue qu'a fondée Bourdieu, et c'est paru en 2004 ou 2005. Et en fait, ce travail, je l'avais commencé pour un hommage à Bourdieu dans un colloque qu'on avait organisé après sa mort à Jussieu. Et j'avais mis en exergue une phrase de Bourdieu, c'était une forme d'hommage aussi, qui est dans Méditation pascalienne et qui dit la chose suivante. Édifié à l'origine, souvent au prix de mutilations indiscutablement scientistes, contre la vision religieuse du monde, les sciences sociales se sont trouvées constituées en bastion central du camp des Lumières, avec notamment la sociologie de la religion, cœur de l'entreprise durkheimienne et des résistances qu'elle a suscitées dans la lutte politico-religieuse à propos de la vision de l'homme et de sa destinée. Et la plupart des polémiques dont elles sont périodiquement la cible ne font qu'étendre à la vie intellectuelle la logique des luttes politiques. Bon, c'est exactement cette logique qui est à l'œuvre dans les oppositions à la sociologie durkheimienne sous le régime de Vichy, dans les mises en accusation de cette sociologie comme facteur de démoralisation, etc., dans la mise à l'index de cette forme de sociologie, et de très nombreuses médiations se font jour pour aboutir à ce résultat. Les médiations concernent l'école, la question scolaire comme question politique. Elle concerne le rapport religieux laïque, l'Église catholique et l'enseignement privé. Et elle concerne aussi les croisades en faveur de la famille sous le régime de Vichy, qui sont aussi des façons de se positionner sur des valeurs sur le monde social. Donc,
c'est très particulier le boulot que j'ai fait, moi, c'est travailler sur la philosophie sociale d'un régime et la question de la sociologie pendant la période prise comme révélateur, si on peut dire, de cette philosophie sociale. Alors, ce qui domine, c'est bien le rejet et la mise en accusation de la sociologie durkheimienne et de ses fondements. C'est-à-dire que des universitaires, des membres de la hiérarchie de l'enseignement primaire, des inspecteurs, des défenseurs de l'enseignement privé, qui est très important en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez la manifestation en faveur de l'enseignement privé, ça a quand même rassemblé 1 million de personnes à Paris, c'est pas rien, ça ne se fait pas tous les jours. Hein. Des idéologues de l'Église catholique, tout un tas de gens comme ça s'accordent pour inscrire les théories de l'école durkheimienne parmi les responsables de la défaite et pour désigner à la sociologie d'autres objets et d'autres perspectives. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, Vichy, d'une certaine façon, n'invente rien. C'est un régime qui reprend des thématiques très anciennes. Mais ce qu'il invente, c'est qu'il leur donne une intensité et une visibilité plus grande du fait de phénomènes de cristallisation idéologique, de systématisation idéologique, du fait d'une expression totale et libérée. Il ne faut quand même pas oublier que Vichy, c'est un régime où il n'y a plus de syndicats, où l'école est mise au pas, etc., etc. Hein, c'est quand même pas de la rigolade. Hein. Donc, il y a du neuf et il y a de l'ancien. Alors, l'ancien, ça remonte au tournant du 19e, 20e, c'est-à-dire que dès le départ, la sociologie durkheimienne est l'objet d'attaques de la pensée conservatrice et de l'Église. Bon, on peut revenir là-dessus, mais il y a des ouvrages là-dessus qui sont assez précis. Et on peut penser que la force de ces attaques tient pour beaucoup aux luttes scolaires, c'est-à-dire la question scolaire considérée comme une question politique. On rejoint le thème de la mobilité évoqué par Jean Ferret, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mettre tous les enfants à l'école ou est-ce que l'école doit être réservée à certains enfants? C'est un débat qui dure jusqu'à la guerre de 14 dans cette forme, sans bouger beaucoup, qui bougera après un peu dans l'entre-deux-guerres. Donc les Durkheimiens, Durkheim en tête, hein, ils se sont engagés dans la bagarre scolaire républicaine dès le départ. Ils ont été des défenseurs actifs du projet scolaire républicain et des utopies scolaires républicaines, c'est-à-dire l'école du mérite, l'école pour tous, l'école du mérite. Ils se sont battus, Durkheim en tête, pour soutenir la création des sections modernes dans les lycées, ce qui apparaissait à l'époque comme une hérésie à la pensée conservatrice en matière d'école. C'est-à-dire que la pensée conservatrice sur l'école, elle défend les humanités, elle défend la primauté du latin, elle défend bien sûr le secondaire payant, mais ça c'est autre chose. Mais ce sont des luttes symboliques extrêmement fortes. Défendre les sections scientifiques pour le lycée et pour le bac, hein, c'est défendre des formes d'accès au savoir qui sont considérées comme méprisables par la classe dominante. La pensée conservatrice sur l'école, c'est le primat des humanités, c'est le primat du savoir désintéressé, comme ils disent, du rapport désintéressé au savoir, la culture générale, etc., etc. Et le latin. Bon. Donc des bagarres très très fortes sur autour du projet scolaire républicain. Ça va revenir en force dans la condamnation de la sociologie durkheimienne sous Vichy.
le second point, bien sûr, c'est l'engagement des Durkheimiens autour de Durkheim, avant la guerre de 14, dans le camp de Dreyfusard. Et ça, il y a tout l'antisémitisme de Vichy est hanté par cette histoire de cette partition des intellectuels pendant l'affaire Dreyfus. Là, je vous renvoie peut-être au livre de Christophe Charles, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'appelle « La naissance des intellectuels ». C'est un livre sur l'affaire Dreyfus qui est tout à fait intéressant. Troisième point qui font que les Durkheimiens sont détestés, sont vraiment des ennemis de la pensée conservatrice, c'est la nouvelle Sorbonne, le type d'enseignement qu'ils veulent essayer de promouvoir à la Sorbonne, à l'université, c'est-à-dire un enseignement où on ne méprise pas la pédagogie, un enseignement où on considère qu'apprendre à apprendre, c'est quelque chose qui fait partie de l'enseignement, un enseignement qui considère qu'il n'y a pas de sujet sacré, qu'on n'aborde pas les textes littéraires comme ça, simplement parce qu'on en a entendu parler, mais qu'il faut, sur les textes littéraires aussi, travailler avec des notes, travailler avec des fiches, etc. Et un des ennemis de cette forme de travail universitaire avait comme insulte par rapport à Seniobos, je crois, sa vieille âme ficharde. Je crois que ce qu'il déteste, c'est l'idée qu'on peut construire dans une société un rapport au savoir qui n'est pas seulement un rapport élitiste, qui n'est pas seulement un rapport qui appartiendrait à ceux qui ont une familiarité acquise dans la famille avec la culture dominante, mais qu'on peut se battre pour un rapport au savoir où on accepte d'apprendre, où on accepte de prendre des notes, où on accepte de faire une documentation, où on accepte de faire des fiches, y compris sur des sujets, dans des disciplines et sur des thématiques qui, pour la pensée conservatrice, relèvent du sacré. Alors ça, je crois que c'est une des idées importantes et c'est un des points qui passera jamais. Alors ce qui se passe aussi, c'est que dans les années 30, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça c'est un peu long, mais dans les années 30, il y a un renforcement très important de la guerre scolaire, avec le projet d'école unique mis en place par les compagnons de l'Université nouvelle à la fin de la guerre de 14, avec le Front populaire, l'arrivée de Jean Zay au pouvoir, etc. Les débats sur les boursiers, vous savez que le second gouvernement du cartel des gauches arrivera à imposer la gratuité, etc., etc. Tout un tas de mesures sur lesquelles Vichy reviendra, évidemment. Et dans ce contexte, en 1920, il se passe un truc bizarre, c'est que Paul Lapie arrive, qui était donc un Durkheimien, arrive à imposer dans les écoles normales un cours de morale nouveau, et un cours de morale qui a la prétention d'enseigner la morale sans la religion. Et je crois que ça, c'est la grande révolution durkheimienne. Alors que ça se passe à l'école primaire, ça provoque beaucoup de vagues. Il y a eu des enquêtes, il y a même eu une commission dans laquelle Bergson a siégé. Enfin, c'était un sujet national. C'est tout à fait important. Et on peut comprendre son côté transgressif en lisant un petit extrait d'une conférence que Durkheim avait faite à l'École normale d'instituteurs de Paris à Auteuil. C'est une conférence qu'il avait faite en 1910 et qui disait « Depuis un peu moins de 30 ans, nous poursuivons en France une entreprise pédagogique qui est certainement une des plus hardies
parmi celles qui furent tentées jusqu'ici. Nous avons résolu d'enseigner à nos enfants des écoles primaires la morale en termes purement laïques, sans faire d'emprunt à aucune espèce de religion révélée, ni même à aucune espèce de théologie rationnelle. C'était un programme extrêmement révolutionnaire. Donc, l'enseignement à l'université, les prises de position dans l'affaire Dreyfus, la défense de l'enseignement moderne dans les lycées et cette volonté de transformer la formation des enseignants, des maîtres de l'enseignement primaire dans le sens d'une morale laïque, tout ça, ça fait masse. Et sous Vichy, la sociologie durkheimienne va être mise en accusation sous tous ces aspects. Je passe parce que c'est un petit peu long à raconter. Mais ce qu'on peut dire, c'est que elle est relayée, la philosophie sociale du régime, elle est tout à fait relayée par des gens qui ont intérêt à ce que cette sociologie-là disparaisse, c'est-à-dire l'Église catholique, dans sa très grande majorité, l'enseignement privé, l'enseignement libre, comme on dit en France, une expression sur laquelle on peut méditer, l'enseignement libre, qui en France est à 95% catholique, et puis beaucoup de gens, médecine, etc., comme Carrel, sur lequel je reviendrai, mais qui ont des volontés d'être les vrais penseurs sur le monde social, son évolution, ses enjeux. Donc, en gros, à partir de cette critique de la sociologie durkheimienne, ce qui va se développer, c'est une sociologie d'expertise d'un côté, une sociologie d'expertise au sens large, et je pense qu'il préfigure la sociologie d'expertise qu'on aura eu après. Il ne faut pas oublier que Vichy, c'est pas seulement un machin vieillot, c'est aussi un machin très moderne, planiste, avec des technocrates, etc. La Fondation Carrel, c'est pas un ramassis de vieilleries, pas du tout. Donc c'est un régime ambivalent, enfin c'est compliqué. Et alors, la famille, défense de la famille, commissariat général à la famille, tout ça que vous connaissez par cœur. Et là se développe une volonté dans la perspective d'une sociologie d'expertise au service de l'État, d'une sociologie de la famille. C'est mis en place par des revues, par l'abbé Violet qui était très actif, etc., par l'école des parents, par un certain nombre d'institutions et de personnes. Et c'est une sociologie pour essayer de faire que la famille, ça marche de mieux en mieux, quoi. Et le credo, c'est qu'il y a une complémentarité naturelle entre les hommes et les femmes, qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions, et qu'une fois qu'on a bien compris tout ça, etc., on arrive à faire une sociologie de la famille qui va dans le sens de plus de naissances, de plus de fidélité, de plus de naissances, etc. C'est une sociologie complètement cuculapraline, à l'image de certains aspects du régime, mais qui en même temps fait assez froid dans le dos, quoi. Bon. Donc, tout un pan sociologie de la famille qui peut se dessiner. Second pan, c'est toute une sociologie qui verse un peu dans la sociobiologie, style Fondation Carrel. Alors, vous connaissez peut-être un peu mieux la Fondation Carrel. Moi, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter, et je pense que Jean Ferret doit être d'accord avec moi, on ne peut pas s'arrêter aux analyses de Drouhard. Drouhard, il fait de la Fondation Carrel une espèce de bazar hygiéniste, moderniste, pas très dangereux. Moi, je pense que c'est une institution assez dangereuse, même s'il y a des gens tout à fait respectables individuellement qui sont dedans. Et l'idée de Carrel, qui était quand même devenu assez cinglé, c'était, alors qu'il avait été un très grand savant, c'est un type qui a eu le prix Nobel,
Bon, c'est un monsieur tout à fait respectable et puis qui vire un peu au savant fou, au philosophe fou au fur et à mesure qu'il vieillit. Et son programme, c'était de faire de la médecine la science des sciences et de s'adjoindre la sociologie qui n'aurait plus de raison d'être, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, Carrel, c'est un très grand théoricien de ce qu'on pourrait appeler l'inégalité naturelle, le dogme des inégalités naturelles. Les gens naissent inégaux en caractère, en tempérament, etc., etc. Les femmes et les hommes, c'est complètement différent à tous les niveaux, mais les pauvres et les riches, c'est complètement différent à tous les niveaux aussi. Enfin, il a des phrases épouvantables, Carrel, il dit ceux qui sont aujourd'hui des prolétaires doivent leur situation à des défauts héréditaires de leur corps et de leur esprit, etc. Donc, c'est les fondements biologiques des inégalités. Alors, on voit bien que là-dedans, la sociologie, ça devient quelque chose de secondaire. Hein. C'est pas ça qui va donner la réflexion sur le monde social. Alors, à la Fondation Carrel, où il y a tous les gens que Jean Ferret a dit, ils font des trucs quand même un peu dégueulasses, parce qu'ils réfléchissent sur l'immigration assimilable ou inassimilable. Je ne sais pas si vous savez que inassimilable, c'était quand même ce qu'on disait des Juifs en 1940. Xavier Vallat, le premier commissaire aux affaires juives, il disait que les Juifs sont inassimilables. C'était le vocabulaire. Hein. Et donc, ils ont développé toute une réflexion sur les immigrés qui pourraient être assimilables et ceux qui ne pourraient pas être assimilables. Donc, dans le climat de l'époque, quand même, c'est un peu spécial. Et ils ont commencé des enquêtes sur les Arméniens d'Issy-les-Moulineaux. Il y avait une très forte communauté arménienne. Et ils ont commencé une enquête sur, disent-ils, les étrangers du quartier des Halles. Alors, les étrangers du quartier des Halles, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est les Juifs qui ont immigré dans les années 30 pour fuir le nazisme en France. Hein. Donc, la Fondation Carrel, moi, je ne suis pas d'accord avec Drouin pour dire que c'est un petit truc comme ça. Il en a fait 600 pages. Regardez ce livre, hein, pour montrer, en gros, montrer rien, justement. Montrer qu'il n'y a rien à montrer. Alors voilà, je vais quand même vous citer, parce que vous allez voir, ça, c'est quand même, ça parle. Le docteur Robert Gessin, qu'on retrouvera après la guerre, qui est secrétaire général de l'équipe population de la Fondation Carrel. En mai 1943, il fait un discours au chantier de la jeunesse. Et voilà ce qu'il dit. La biologie raciale nous enseigne qu'il y a des groupes humains de qualités différentes. Qu'il y ait eu dans la noblesse du Languedoc un sarrasin ou un juif, cela n'a pas d'importance. Mais il n'est pas sans importance que dans la France démographiquement anémiée du milieu du XXe siècle, plusieurs centaines de milliers d'immigrants racialement inassimilables, je veux dire par exemple d'éléments raciaux mongolisés ou négritisés ou judaïsés, viennent modifier profondément le patrimoine héréditaire de la patrie. Voilà. Alors donc la Fondation Carrel, c'est un lieu qui travaille sur le patrimoine héréditaire de la patrie, qui travaille sur le capital humain, comme ils disent, etc. Et cette petite citation de Gessin, parce que ce n'était pas rien, c'était le grand rassemblement national des chantiers, des cadres des chantiers de jeunesse, etc. Il a exactement une rhétorique alors de feu. Hein. Quand il y en a un, ça va. Mais après, bonjour les dégâts. Hein. C'est vraiment exactement ça. Bon. Donc, en gros, une sociologie d'expertise au service de l'État,
le secteur privilégié étant la famille, hein, lié au commissariat général à la famille, etc. Et une sociologie au service de la médecine dans un versant sociobiologique de théorie des inégalités naturelles. Bon, le régime de Vichy, c'est ça, hein, c'est la théorie des inégalités naturelles, c'est ça la philosophie sociale de régime. Hein. Les pauvres, il faut qu'ils restent pauvres. De toute façon, ils feront que des cons, et c'est pas la peine qu'on s'embarrasse d'instruire leurs enfants, sauf cas exceptionnel. Il faut qu'ils apprennent la patience d'être pauvres. Les riches, il faut qu'ils apprennent encore mieux l'art du commandement, etc. Il y en a qui sont faits pour obéir, il y en a qui sont faits pour commander, etc., etc., etc. Moi j'ai travaillé sur ces aspects-là parce qu'au départ, ma recherche, ça concernait la reconstruction du rapport masculin-féminin sous le régime de Vichy, dans la philosophie sociale du régime. Alors évidemment, masculin-féminin, c'est vraiment l'inégalité de base, quoi. Mais à partir de là, on peut défiler et tirer le fil de beaucoup d'autres inégalités. Donc voilà. Et ce qui est une dernière chose, je pense que ce qui faisait scandale dans la sociologie durkheimienne, aux yeux des philosophes sociaux de Vichy aussi, c'est que Durkheim avait quand même lancé cette idée forte qu'il y a un arbitraire des institutions, que les institutions ne sont pas là de toute éternité, notamment par exemple l'institution famille. Hein. Vichy, c'est un vocabulaire et un langage de l'éternité. Hein. La sociologie durkheimienne, c'est une sociologie qui essaye de réintroduire l'histoire, qui dit qu'il y a des formes historiques différentes de la famille, il y a des formes historiques différentes de la morale, à tel point qu'on peut construire une science de la morale, disait Durkheim. Des idées inadmissibles, d'une certaine façon, pour des gens qui croient à l'éternité des choses. C'est-à-dire qui refusent toute idée de détermination sociale, des destins collectifs et individuels, toute idée de détermination sociale des institutions.